Soir à Paris, bonjour et bienvenue à vous à la une. En Ukraine, l'heure des concessions a sonné. Le président Yanukovych propose la tête du gouvernement à l'opposition. Pas suffisant pour calmer les manifestants qui sont toujours mobilisés. Les détails dans un instant. Le face-à-face entre les représentants du régime syrien et l'opposition lors de Genève 2, une première depuis le début de la guerre civile, mais aussi le début d'un processus qui pourrait durer jusqu'à vendredi prochain. Et puis Hollande, Trierweiler, c'est fini. C'est par déclaration à l'AFP que François Hollande a annoncé avoir mis fin à la vie commune qu'il partageait avec Valérie Trierweiler. La nouvelle officielle est tombée à la veille du départ de celle-ci pour un déplacement humanitaire en Inde. C'est ce qu'on appelle une main tendue en Ukraine. Le président Yanukovych a proposé à l'opposant Yatsenyuk de devenir Premier ministre et à Vitali Klitschko de devenir vice-premier ministre. Il s'est aussi dit prêt à réviser la Constitution. On écoute à ce propos notre correspondant à Kiev, Sébastien Gobert. Arseniy Yatsenyuk s'est vu proposer le poste de Premier ministre parce qu'il était à la tête du second parti du pays. Mais c'est bien Vitali Klitschko, le boxeur, qui est le plus populaire des leaders de l'opposition. Et lui ne serait déjà que vice-premier ministre. Mais bon, en règle générale, les leaders de l'opposition demandent des élections anticipées, et ça depuis déjà le début du mouvement, il y a 2 mois. Et quand ils se sont rendus sur la scène de la place de l'Indépendance, ils ont annoncé qu'ils ne rejetaient pas complètement la proposition de Viktor Yanukovych et qu'ils allaient poursuivre les négociations et qu'il fallait encore attendre. Et bon, mais ça, la foule n'en veut pas, des négociations avec ce pouvoir, et je dois avouer que je n'ai jamais vu autant de monde huer les discours de l'opposition, même pendant le traditionnel chant de l'hymne national. Et donc il semble bien qu'avec toutes ces négociations, eh bien, ils aient perdu le contact avec la foule. Et puis en plus, vous savez que dans les régions, 11 bâtiments d'administration régionale sont aux mains des manifestants. Donc entre les leaders de l'opposition qui négocient contre l'humeur de la rue et la situation sur le terrain qui se radicalise, eh bien il semble bien qu'on est encore bien loin d'une solution de sortie de crise en Ukraine. Doucement mais sûrement, pour la première fois depuis le début de la guerre en Syrie, l'opposition et la délégation du gouvernement de Damas à la table des négociations. Un premier pas arraché par Lakhdar Brahimi, l'émissaire de l'ONU pour la Syrie. En revanche, pas le moindre mot échangé, l'idée étant d'aller étape par étape. Sophie Goldstein. Il fallait éviter à tout prix une répétition de l'incident de Montreux devant les caméras du monde entier qui risquait de tout faire capoter. Ce samedi, les 2 parties belligérantes avaient donc rendez-vous à 10h au palais de l'ONU de Genève pour la première rencontre après 3 ans de guerre. D'un côté donc le régime, délégation réduite, aucun officiel de premier rang. Le ministre des Affaires étrangères a envoyé son représentant. Les discussions aborderont des aspects généraux des questions où les Syriens ne sont pas en désaccord. Pas question pour Damas de discuter d'une transition politique, c'est pourtant ce que réclame l'opposition, au terme de l'accord de juin 2012, dit de Genève 1. Les négociations commencent lundi et elles portent sur l'idée de former un organe de transition. Le régime va devoir s'engager, il essaie de trouver un moyen d'y échapper par des excuses. Le ton n'est pas franchement conciliant, ni d'un côté ni de l'autre. Pourtant, loin des objectifs, les 2 parties vont discuter 3 heures au total, grâce à un homme, Lakhdar Brahimi. Ils ont parlé ensemble tout l'après-midi. Je ne sais pas ce que vous imaginez, mais on est dans une salle. Je suis sur un banc, comme ça. Une délégation est sur ma droite. Et l'autre est sur ma gauche. Et ils se font face. Et ils se parlent. Enfin, non. Ils se parlent à travers moi. Pas un mot donc échangé entre délégations. Le face-à-face permet toutefois d'évoquer la situation de Homs, premier centre urbain gagné par la contestation anti-Assad et assiégé depuis 10 mois. L'opposition réclame un corridor humanitaire pour acheminer 30 tonnes d'aide alimentaire et de médicaments. Homs, dit-elle, est un test du sérieux du régime quant à une solution politique. Et ce dimanche, il sera question des prisonniers. Aucune avancée concrète donc pour l'instant, mais comme le résume l'émissaire de l'ONU, il s'agit d'installer une atmosphère propice à la discussion. C'est dans le sang que l'Égypte a célébré le 3e anniversaire du début de sa révolution. Après les 4 attentats de la veille, au moins 7 personnes ont encore été tuées ce samedi dans des affrontements au Caire. Et pourtant, opposants et partisans, les 2 camps qui s'affrontent célèbrent la même révolution.
Et puis en Tunisie, le Premier ministre Mehdi Djoma a annoncé ne pas avoir réussi à former un gouvernement. Dans son allocution tardive cette nuit depuis le palais présidentiel de Carthage, il a déclaré vouloir conquérir un plus large consensus politique autour des différents noms inscrits sur sa liste gouvernementale. C'est la fin du feuilleton Closer à l'Élysée. François Hollande, le président français, a confirmé sa séparation avec Valérie Trierweiler par une simple déclaration à l'AFP. Vous allez le voir, difficile de faire plus concis. Mathieu Méranville. Je fais savoir que j'ai mis fin à la vie commune que je partageais avec Valérie Trierweiler. On ne peut pas faire plus laconique. Par cette simple dépêche AFP, François Hollande met fin à une affaire qui polluait son action politique. Dans le même temps, il siffle la fin du feuilleton Closer. C'était le 10 janvier, photo à l'appui. L'hebdomadaire annonce la liaison du président avec l'actrice Julie Gaillet. À la suite de ces révélations, Valérie Trierweiler est sous le choc. Elle est hospitalisée quelques jours à la Pitié-Salpêtrière avant de se rendre à la Lanterne, la résidence des présidents dans le parc de Versailles. L'incartade amoureuse prend un tour politique. Dans sa conférence de presse, les journalistes l'interrogent sur sa vie privée. Valérie Trierweiler est-elle toujours aujourd'hui première dame de France? Ce sont des moments douloureux. Mais j'ai un principe, c'est que les affaires privées se traitent en privé. Dans le même temps, François Hollande avait promis de clarifier sa situation personnelle avant son déplacement aux États-Unis. C'est chose faite. Ce soir, le président Obama a fait savoir qu'il attendait comme prévu un déplacement qu'il effectuera seul. Valérie Trierweiler, de son côté, a maintenu son voyage humanitaire en Inde à titre personnel. Ce bilan à présent, celui de la fusillade dans un centre commercial près de Washington qui a fait 3 morts, dont le tireur retrouvé mort avec beaucoup de munitions, a déclaré il y a quelques heures la police. Cet incident est le dernier en date d'une longue série qui endeuille régulièrement les États-Unis sans que le gouvernement soit parvenu à légiférer pour limiter l'usage des armes à feu. Et tennis pour finir, après la victoire hier de Lina à l'Open d'Australie, c'est le match d'une vie que se prépare à jouer dans quelques heures maintenant le Suisse Stanislas Wawrinka, et le défi sera de taille, remporté face à l'implacable Rafael Nadal. Joël Grivel. Stanislas Wawrinka est vraiment passé de l'ombre à la lumière. Une finale de Grand Chelem, c'est un rendez-vous de grands champions. Après Hingis et Federer, il est le 3e Suisse seulement à atteindre ce Graal du tennis. C'est clair que pour moi c'est incroyable. Ouais, je ne m'imaginais pas arriver un jour en finale et un jour de cette finale jouer contre le numéro 1 mondial ici en Australie. Je l'ai regardé tellement de fois à la maison cette finale qu'enfin demain ça sera moi. À 28 ans, Wawrinka va jouer le match le plus important de sa carrière. Alors, analyse d'un spécialiste en la matière. Ça sera sa première finale de Grand Chelem. Il sera nerveux. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Il faut qu'il soit relâché, qu'il trouve ses marques, et alors ça ira. Mais il joue contre un rock. Mais Stan, il peut y aller. Il peut créer la surprise en jouant un tennis de rêve. Donc, moi, j'ai confiance aussi. Donc, ça serait une première, ça serait bien. Sympa ce soutien, dû autant à la qualité de son jeu d'aujourd'hui que par son comportement en tant qu'homme. À mes yeux, Stan est un gars sympa, presque timide. C'est formidable de voir l'accueil chaleureux que le public lui a réservé ici. Ça fait plaisir forcément d'avoir autant de presse, autant de monde qui me soutient, qui sont derrière moi, et d'avoir autant de supporters, c'est toujours incroyable parce que ça fait des années que je suis sur le circuit et là c'est ma première finale, donc j'espère pouvoir faire une grosse finale. Ce matin, quand je suis arrivé à Melbourne, à l'aéroport, la première chose que m'a dit le douanier en voyant mon passeport, c'est « Ah, vous venez pour Stan the Man ». Et ça, c'est vraiment parlant. C'est un bel exemple d'un joueur toujours plus connu, reconnu et apprécié. Et c'est ainsi que nous arrivons au terme de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur TV5 Monde.